européens soient tous des imbéciles pour avoir suivi cette voie-là. Alors. Oui, il y a une deuxième raison. Alors en fait, pour le coup, c'est un sujet très politique. Selon. Bah oui, mais vous avez raison. C'est toujours la même chose. Donc si c'est une imbécilité, c'est tout de même curieux. Voilà. Donc en fait, oui, mais voilà, je vais vous dire pourquoi. Justement, tous les sujets sont. Alors souvent, on vous dit c'est une question technique. Alors, on peut expliquer les choses techniquement. Alors en réalité, pratiquement tout est politique derrière les questions techniques. Selon qu'on est libéral, néolibéral, ou selon qu'on est socialiste. Enfin, les socialistes au sens large, parce qu'on parle socialiste. Alors je vais déjà expliquer la version libérale. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire ça? Donc dans les deux cas, en fait, c'est là qu'il faut être équilibré. Ils auront un petit peu raison tous les deux, sauf qu'ils n'ont pas tous les mêmes intérêts, c'est la différence. Pour les libéraux, pourquoi est-ce qu'il faut justement empêcher les États, parce qu'on appelle ça le marché à la planche à billets? Parce que l'inconvénient de la création monétaire, de qu'un État, quand il veut se financer, c'était des politiques keynésiennes dans les années 45, dans les années 70, jusqu'à l'année 73, pour financer leurs investissements, ils empruntaient des marchés un peu à la planche à billets. On expliquait tout à l'heure. Donc ça veut dire que s'il y a besoin d'argent, on emprunte à sa banque, puis on rembourse. Mais bon, le problème, c'est que l'avantage, ça permet de relancer l'économie, c'est une politique canadienne, mais ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que ça peut aussi accroître la dette, sauf que c'est facile à rembourser, puisqu'on peut moins tout l'intérêt. Ça, c'est plutôt les gens de gauche qui sont d'accord avec ça, pour les keynésiens. Mais les néolibéraux, ils n'aiment pas du tout ce mécanisme. Parce qu'il nuit à qui en particulier? Il nuit en particulier aux créanciers, donc ceux qui ont l'argent, ceux qui prêtent l'argent. Quand vous avez ce mécanisme-là de création monétaire, l'inconvénient, c'est que ça favorise aussi l'inflation. Donc il y a l'inflation générale. Et ce qui s'est passé, il y a pas mal de gens d'entre vous qui ont vécu, ont pu acheter une maison, je ne sais pas si vous avez acheté une maison, mais disons, c'est l'exemple souvent qu'on l'explique. Dans les années, donc à l'époque des 30 Glorieuses, vous pouvez facilement, l'inflation était importante. Donc quand vous achetiez une maison, quand vous faisiez des emprunts, c'était beaucoup plus facile à rembourser, puisqu'en fait il y avait une inflation des prix globaux, donc du coup les salaires montaient, qui montent encore, c'est toujours le cas. Et du coup, ceux qui prêtent de l'argent, ceux qui vous prêtaient de l'argent à vous, mais donc à l'État, ils étaient beaucoup moins intéressants pour eux, parce qu'en fait l'inflation était trop importante par rapport au taux fixé à l'origine. Donc, les créanciers, donc les banques, les fonds de pension, etc., ils n'ont pas intérêt à ce que on puisse justement laisser filer comme ça et la création monétaire et l'inflation. Donc ils ont plutôt intérêt à l'inverse, c'est-à-dire qu'on mette en place une politique d'austérité. D'austérité et avec des taux directeurs, des taux d'intérêt qui sont très élevés, et donc du coup ils touchent plus, mais du coup c'est pas favorable à l'investissement. Si vous voulez acheter une maison ou investir, le taux d'intérêt il est à 15%, ou jusque-là, pour l'État c'est un peu ça. Et on va dire 10%, vous n'avez pas trop intérêt à investir. Donc, mais par contre c'est plus intéressant pour ceux qui vous prêtent l'argent. Voilà, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce mécanisme du taux d'intérêt, justement, c'était un moyen à l'époque jugé raisonnable d'encourager les États à ne pas avoir de dette, tout simplement, et avoir des budgets parfaitement équilibrés? Et parce qu'effectivement, si on n'avait pas des budgets équilibrés, la dette s'envolait automatiquement. Alors si on avait des budgets équilibrés, la dette ne s'envolait pas, on pouvait les rembourser raisonnablement. Est-ce que ce n'est pas tout simplement la volonté d'essayer de coller à quelque chose de raisonnable? Alors il y a quand même, c'est un peu vrai aussi ce qu'on dit, c'est qu'il faut quand même être raisonnable dans les deux cas. Ça veut dire qu'il y a deux façons d'être raisonnable. Si on n'est pas raisonnable à gauche, c'est la vision keynésienne, si on laisse filer la dette, et puis à la fin, effectivement, la dette augmente, même si elle n'est pas très chère à rembourser, il faut quand même la rembourser. Ça a quand même pu être fait pendant un certain temps. C'était possible, mais il ne faut pas non plus aller trop loin. Surtout qu'après, ça peut aussi créer de l'inflation. Quand il y a trop d'inflation, c'est aussi négatif pour les salariés, parce que si l'inflation monte très vite, vos salaires ne suivent pas toujours aussi vite. Voilà. Bon, globalement, c'est plutôt favorable, de mon point de vue, mais là, c'est un débat. Là, il y a justement entre économistes de droite et de gauche, il y a des divergences, même à droite et à gauche, entre eux. Bon, voilà. Mais globalement, c'est plutôt favorable l'austérité aux créanciers, ceux qui ont de l'argent, et plutôt défavorable à ceux qui n'en ont pas. Mais, dans tous les cas, la création monétaire, si on la laisse profiler,
c'est mauvais parce que de toute façon, la dette va augmenter à l'infini et ça, c'est quand même pas une bonne chose. Puisque du coup, on a un budget déséquilibré et ça, c'est pas. Voilà. Même si on rembourse à l'État, voilà. Donc il faut. Donc la vision keynésienne, c'est de dire il faut de la création monétaire. J'ai déjà abordé sur les solutions. Il faut de la création monétaire. Il faut des investissements. Donc il faut une austérité faible, mais pas non plus délirante. Voilà. Voilà, ça c'est la vision. Mais par contre, les néolibéraux diront non, il faut une austérité forte, et en plus, il ne faut surtout pas que ce soit les États que les États puissent emprunter aux banques, à la Banque centrale, sinon ils vont se laisser aller. Si à cause des différences de gestion des différents États en Europe, on s'était retrouvé avec des taux d'inflation extrêmement différents, pensez-vous qu'on aurait pu créer l'Europe sans passer par la position de l'écu, par exemple, comme ça a été le cas? Voilà, ce que je vais faire, je vous propose de garder votre question pour tout à l'heure, parce que là, vous me ramenez sur un autre sujet. Ça va compliquer les choses. Donc, j'y réponds, surtout si j'oublie, vous me relancez. Je vais juste finir, mais je pense que j'en ai pour 5 minutes, parce qu'on a bien enseigné l'Italie. Juste finir, puis après on rentre vraiment, je répondrai à la question après. Voilà. Alors, donc c'était pour la question de la création monétaire. Alors, troisième cause qui explique la montée de la dette, c'est, on l'a déjà vu en fait en partie, c'est la question de la fuite de la fiscalité liée à l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Voilà. Et donc il y a une campagne justement qui est faite par la PAC en ce moment sur ces 60 milliards qui disparaissent pas, c'est rien pour les Français. Voilà. Il faut rappeler que l'évasion fiscale, vous l'appelez évasion fiscale, mais c'est considéré comme quelque chose de parfaitement juridiquement acceptable, puisque c'est des gens qui vont faire apparaître leurs bénéfices dans des filiales étrangères parce qu'ils bénéficient de systèmes fiscaux qui sont complètement différents. Et puis, en ce qui concerne le fait qu'on puisse avoir des niches fiscales, ça aussi c'est parfaitement légal. Donc, autrement dit, on voit bien que si on veut lutter contre ces problèmes, il faudrait modifier les législations de différents pays. Donc, la question que je voudrais poser, est-ce que vous pensez que réellement, on va pouvoir arriver un jour à faire que les règles fiscales convergent dans les différents pays, parce que c'est à mon avis le seul moyen d'éviter ce type de mécanisme. Là, vous reposez la question tout à l'heure. Excusez-moi de vous êtes malade. Je vais répondre après à nouveau. Mais non, mais vous avez raison. De toute façon, il faut ça. Répondre comme ça sera plus simple. Voilà, il faut faire converger. On va voir après comment faire. Il faut faire converger effectivement les différentes règles fiscales, les niveaux fiscaux. Donc, mais quand même, s'il y a une partie qui est les niches fiscales, c'est légal. C'est l'État qui les décide. L'évasion fiscale, il y a une part de légal, puisqu'effectivement, vous avez le droit d'aller passer tout l'argent que vous voulez. Par contre, il y a une partie illégale, parce qu'il y a l'argent qui est aussi qui est fraude, qui n'est pas déclarée, c'est la sorte de l'affaire Cahuzac. C'est qu'il y a une partie qui n'est pas déclarée du tout. Donc c'est pour ça qu'on distingue la fraude, ce qui est illégal, et l'évasion qui est plus ou moins légale, plus ou moins parce qu'à un moment donné, il y a, comme les paradis fiscaux, ils sont légaux, mais ils sont tellement opaques que, bon, alors après, on flirte entre justement faire des liens entre la légalité et ce qui est moins, comme l'histoire des prêts de transfert pour les multinationales qui s'arrangent pour payer moins d'impôts à la fin. C'est du légal, mais il tire bien sur la corde. Voilà, donc ça c'est la deuxième cause. La troisième cause. La quatrième cause, c'est la croissance de la spéculation. On a un peu parlé tout à l'heure. Le fait que la mondialisation néolibérale a dérégulé l'ensemble des mécanismes. Donc c'est la politique générale, elle estime qu'il faut laisser la liberté du marché, la main invisible du marché, pour pouvoir justement que c'est plus efficace que l'État, c'est la vision néolibérale. Et du coup, évidemment, tout étatique, si on arrive au l'étatisme stalinien, ça ne fonctionne pas bien, c'est très rigide. Entre l'étatisme stalinien et la dérégulation folle du néolibéralisme, il y avait toute une marge, notamment l'État-providence qui a été mis en œuvre, qui permettait de réguler le mécanisme. Alors, des histoires de dérégulation qui ont été mises en œuvre, des régulations des taux d'intérêt, donc là on voit les conséquences directes que ça a sur les dettes, des régulations et la libéralisation du marché d'échange, donc les différentes monnaies, il y a une spéculation beaucoup plus forte sur les différentes monnaies. Et par exemple, c'est pas le cas sur le yen. Non, le yen, la monnaie chinoise, c'est quoi déjà? Le yuan. Voilà. Eux, ils ne sont pas sur les marchés d'échange, c'est eux qui décident de la parité, leur niveau de parité, et du coup, ils ne sont pas soumis à ça.
Et du coup, d'ailleurs, ça dérange beaucoup d'autres États, ça leur permet d'éviter de se faire attaquer sur leur monnaie. La dérégulation du marché des capitaux, qui permet justement d'investir un peu partout dans le monde et puis de retirer les capitaux dès que ça ne vous plaît pas. Hein. Et puis, c'est la cause, c'est justement tous les produits financiers risqués qui sont, on appelle aussi les systèmes toxiques, qui contribuent justement à déréguler le système. Voilà. C'est les 4 causes principales. Donc là, je fais déjà bien 40 minutes. Vous pourriez rajouter le micro-trading qui se répand de plus en plus. Oh oui, voilà, le côté un petit peu technique et mécanique des éléments. Ça, c'est, disons, le micro-trading, c'est une forme de dérégulation, parce qu'on propose aux machines de remplacer les humains. Encore plus, les humains, mais le contraire. Mais il y a plein de mécanismes, disons que c'est des mécanismes de spéculation. Alors du coup, il y a 4 solutions, 5 du coup, pour 5 solutions possibles pour régler les problèmes. Bon, là, ça va être assez vite, 35 minutes de temps. On a déjà vu une bonne partie, on va revenir après en détail. Première solution, c'est augmenter les prélèvements fiscaux. On voit que déjà, c'est pas forcément dire uniquement augmenter les impôts, en tout cas faire en sorte que les plus grosses entreprises qui en payent peu en payent correctement. Je vous donne juste un ordre d'idée aussi. Les profits de Total, en 2010, c'était 11 milliards, autour de 11 milliards d'euros. Donc, rien que pour une multinationale. Vous voyez, donc, c'est un quart du remboursement de la dette. Rien qu'avec. Il y a de l'argent. Faut pas, quand on dit on manque d'argent, il y a de l'argent, il y a même de plus en plus de milliardaires. Le problème, c'est que il y a de plus en plus mal répartis. Pour donner encore un autre ordre d'idée, il y a. En 1945, les écarts de salaire en moyenne en France étaient de 1 à 15, et maintenant ils sont de 1 à 500, voire de 1 à 1000 si vous rajoutez les stock options et tout ce qui s'ensuit. Donc on voit que l'argent ne disparaît pas, il est juste de plus en plus mal réparti, c'est ça la question. Donc de l'argent il y en a, mais bon, le problème c'est comment on fait pour le redistribuer. Donc là c'est la première chose. J'ai quand même une question à poser en ce qui concerne justement l'augmentation de la fiscalité. Est-ce que vous croyez réellement que le citoyen moyen va accepter qu'on augmente ses impôts s'ils ne servent, comme c'est le cas actuellement, qu'à payer les intérêts de la dette, dont vous dites qu'ils sont déjà abusifs? Alors il y a un problème. Non, il ne faut pas. Si l'impôt n'est pas accepté, il ne sera pas payé. Donc aujourd'hui, il va falloir trouver des solutions, ne pensez-vous pas, pour que les gens acceptent de payer un impôt parce qu'ils pensent que c'est utilisé intelligemment. Aujourd'hui, c'est utilisé de façon parfaitement stupide. Êtes-vous d'accord avec ça? Non, mais où je suis. Déjà, c'est stupide de ne pas se sentir rembourser une dette qu'on pourrait éviter. C'est déjà la première raison. Mais la question, c'est d'aller augmenter les impôts où il y a de l'argent à la classe moyenne. Je pense que proportionnellement, les petites entreprises, les PME, PMI, les classes moyennes, en proportion, c'est eux qui sont plus taxés en termes d'efforts. Ça ne veut pas parce que si vous taxez 20%, mettons, si vous avez 10% de votre salaire qui part dans les impôts et que vous avez autour de 2 000 € par mois, en proportion de l'effort, c'est beaucoup plus important que si vous avez 20% et que vous êtes une grande entreprise. Donc en proportion de l'effort demandé, l'effort le plus important est sur les PMI, PME et les classes moyennes. Donc justement, il faut aller taxer là où il y a de l'argent, c'est dans les paradis fiscaux notamment, mais au profit aussi des grandes multinationales qui eux font des énormes bénéfices. Alors là pour aller dans cette direction-là, je suppose qu'on est tout prêt à vous suivre dans cette direction-là, si effectivement vous êtes en mesure de nous indiquer quelles sont les masses monétaires importantes qui sont dans ces sphères extrêmement élevées dont vous parlez, parce que 1000 fois plus important que le salaire de base, je veux bien, ou le rapport de 20 000, je ne sais pas exactement comment c'est calculé, mais ce qui est important, ce sont les masses en jeu. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours entendu dire que finalement, les impôts très élevés n'allaient rien rapporter du tout, parce que ça allait toucher un nombre de personnes tellement peu considérable que ça rapportait des coquinettes. Donc autrement dit, il n'est certainement pas possible de se limiter à ce genre de raisonnement. Il faudra en trouver un autre. Par exemple, le chiffre que je vous donnais, c'était quand on a 3, pour vous donner un ordre d'idée, où il y a plus d'argent, c'est sur les marchés financiers. Quand vous avez 3 dans l'économie réelle, vous avez 97 dans les marchés financiers. Donc il y a quelques années, par jour, les transactions sur le marché financier, c'était 1700 milliards d'euros de dollars par jour, qui était au niveau mondial, pas au niveau français.
C'est la raison pour laquelle il était question de faire une taxe, je crois que c'est Toby, taxe sur Tobin. les transactions financières. Est-ce que vous êtes partisan de cette Bien sûr, d'ailleurs, c'était Attac qui a lancé l'idée il y a déjà 10 ans, et avec cette taxe de 0,01%, on reste pas méchant, l'idée c'était on pouvait récupérer l'équivalent de 120 milliards de dollars par an, avec 0,01. Donc là, ils ont, sur le niveau européen, c'est un peu moins, mais ils ont encore diminué le niveau des prélèvements, donc pour l'instant ça reste purement symbolique, mais déjà une victoire de ce point de vue, c'est déjà ça. Et donc vous voyez déjà, si on augmente, on passe à 0,1, on doit pouvoir arriver à 1200 milliards, etc. Voilà. Donc c'est pas aussi simple que ça non plus, parce que le système s'assèche, il y a quand même beaucoup de spéculation. Mais quand même. Le but de la manœuvre n'est-il pas de freiner la spéculation plutôt que de faire rentrer de l'argent? Alors ce que je vous propose pour que le débat se fasse plutôt collectivement, c'est qu'il y ait des tours de parole qui se fassent, et qu'on le fasse après, sinon ça va être un dialogue à deux, c'est peut-être moins intéressant que ça se fasse collectivement. Ça ne vous empêchera pas de continuer le dialogue, mais pas à deux, plutôt que ça se fasse collectivement, si vous voulez. Je continue donc sur les solutions. Deuxième solution, autoriser les banques, à nouveau les banques centrales à prêter aux États. Ça c'est et du coup, on peut accorder la création monétaire, mais que ça se fasse création monétaire publique, avec évidemment un contrôle, pour pas que ce soit non plus trop important. Troisième solution, la limitation de la spéculation financière, la régulation, donc je dis le marché des capitaux, des produits financiers, etc., des taux de change, etc. Et un exemple concret, tout basique, qui aurait pu être fait par rapport à ça, c'était Frédéric Lordon, un économiste très pointu et renommé, qui expliquait que si on n'arrivait vraiment pas à contrôler tous ces marchés-là, on pouvait aussi revenir au simple financement des banques. Autrefois, avant qu'il y ait les marchés financiers, c'est les banques qui finançaient, donc on peut supprimer les marchés financiers, donc en fait les bourses, c'est possible. Donc c'est mon idéal, c'est plus compliqué, mais au moins on contrôle. Si c'est possible, c'était comme ça autrefois, avant l'inflation. Quatrième solution, en finir avec les paradis fiscaux, donc faire en sorte que les paradis fiscaux soient abolis. Et ça, c'est un problème de rapport de force. Si les États veulent le faire, mettront pas le Luxembourg, le Liechtenstein ou Monaco, pour la France, c'est pas possible, ça ne pas. Il y a X façons de le faire. Il suffit d'avoir les rapports de force tout simplement politiques. Si ça ne suffit pas, vous pouvez aussi faire. Il y a plein de façons, ça va juste un problème de créativité. En général, ça suffit les rapports de force. Mais en l'occurrence, les Américains, par exemple, ont dit si vous continuez à faire ça, si vous ne voulez pas nous donner la transparence totale, ils ne disent même pas abolir la transparence totale, eh bien, on vous retire votre licence. Les banques n'ont plus le droit d'investir dans les États-Unis. C'est un exemple parmi d'autres. Vous pouvez aussi faire un blocus du pays, comme on fait en Iran ou en Syrie, ou avec l'Iran. Il y a X façons. C'est vraiment un problème de volonté politique. Et pourquoi ça ne se fait pas? C'est tout simple. C'est que qui a intérêt à ce qu'il y ait paradis fiscaux? C'est les plus riches. Qui c'est qui dirige la société dans le système capitaliste qu'on fonctionne aujourd'hui? C'est le capital qui dirige. On vote pour des élus, et les élus, ils sont plus ou moins commandés sous influence des élites économiques. Sinon, c'est eux qui leur mettent la pression. Et ils ont X leviers pour y arriver. Et dernier point, pour régler le problème, c'est la politique. Alors bon, là, on va plus descendre du coup, parce qu'en fait, je l'avais écrit. Voilà, donc c'était solution 1, 2, 3, 4. Et dernier point, après je vais c'est le partage du travail. Parce qu'en fait, l'intérêt de la croissance, c'est pouvoir rembourser plus facilement la dette, mais ça sert aussi, la croissance, ça permet aussi aux entreprises d'avoir une plus de production, etc., et donc d'embaucher. Alors, plus il y a de croissance aussi, plus il y a d'embauche, moins il y a de chômage, donc moins il y a de chômeurs, moins ça pèse sur l'État, etc. Donc ça, c'est un cercle vertueux. Donc le partage du travail, par exemple, c'est une des solutions pour régler le problème. Voilà. Alors, après, on pourra débattre, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés sur la question. La limite aussi de la croissance comme solution, c'est que ça suppose du coup une augmentation du prélèvement des ressources, des richesses non renouvelables, donc du carbone, l'impact du CO2, comme on voit, comme je vous expliquais tout à l'heure au début, que l'empreinte
l'empreinte écologique est limitée, enfin, les ressources sont limitées, et donc le problème de la croissance, c'est que ça a un impact sur l'environnement et sur des ressources qui elles sont limitées. Donc c'est la limite d'une croissance, disons, matérielle, et une des croissances possibles, c'est justement une croissance des ressources non renouvelables, par exemple, l'éducation, la santé et autres, qui n'ont pas un impact direct sur la Terre et les ressources terrestres. Voilà, bon, je m'arrête. Ce que je vous propose, c'est que on a déjà commencé un peu, mais on rentre dans une discussion avec vous. Voilà. Donc, peut-être que... Vas-y. Le lien, alors, c'est là. Oui. On n'a pas favorisé et que tout le monde ne connaît pas. Ouais. Okay. Tu veux dire le fait que ça a été à partir des années 70 où il y a eu l'abolition voilà. Donc, pendant longtemps, dans l'histoire du monde, quand vous aviez... au début, on faisait du troc pour échanger entre les gens. On troquait, c'était du vache, une castor de bois, etc. C'était un petit peu compliqué d'avoir une castor de bois ou ces vaches sous le bras, surtout à l'époque des croisades. Donc, c'est les Templiers qui ont commencé à devenir... à prêter. Enfin, ils sont devenus un peu la banque des plus riches, des États. Ils ont commencé à prêter, mais quand